Pas de place pour les perdants. C'étaient les mots exacts de mon frère alors qu'il bloquait l'entrée la veille de Noël. Derrière lui, le sapin brillait. Ma mère serrait son verre de vin, et mon père ne voulait même pas me regarder. Je me tenais là, tenant un sac de cadeaux pour leurs enfants, des cadeaux que j'avais passé des semaines à choisir pendant que mon frère, Antoine, souriait d'un air suffisant, comme s'il avait enfin gagné. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement dit, tu as raison. Cette nuit-là, j'ai fait un geste discret qui a gelé chaque paiement qui maintenait sa famille à flot. Et pour le nouvel an, c'était lui qui frappait à ma porte. Restez avec moi pour tout savoir sur nous. J'adorais Noël. Les lumières, les bougies à la cannelle, la façon dont la neige adoucissait même les coins les plus laids de notre rue. C'était le seul jour où je pouvais prétendre que notre famille était normale. Mais cette illusion s'est fissurée il y a des années lentement, presque doucement, comme la glace qui se fend sous vos pieds avant que vous n'entendiez le craquement. En grandissant, j'étais celle qui arrangeait tout. Si une facture était en retard, je la payais. Si quelqu'un avait besoin d'être conduit quelque part, je laissais tout tomber. Quand mon frère, Antoine, et sa femme, Sophie, ont pris du retard sur leur prêt immobilier, j'ai envoyé de l'argent avant même qu'ils ne le demandent. À l'époque, je me disais que c'était de la gentillesse. Peut-être que c'était de la culpabilité. Peut-être que je voulais juste être vu comme la fille qui tenait tout ensemble. Mes parents l'encourageaient. Tu as toujours été la plus responsable, disait ma mère, souriant d'une manière qui ressemblait à de la fierté mais qui se ressentait comme un soulagement. Mon père ne disait presque jamais rien. Il se contentait de tendre à Antoine une autre assiette, une autre faveur, une autre excuse. Avec le temps, j'ai arrêté de remarquer tout ce que je donnais. Les frais de scolarité pour les enfants? Payés. Les factures de service public? Couvertes. Quand Antoine a perdu un autre emploi, j'ai viré de l'argent sans réfléchir. La vérité, c'est qu'il était plus facile de payer que de se disputer. Le plus drôle? Ils appelaient ça de l'aide, mais c'était en réalité du contrôle, simplement pas le mien. Chaque fois que je les sortais d'affaires, je me liais plus étroitement à leur approbation. C'est comme ça que ça marche dans ma famille, la générosité et la laisse, et l'amour et la friandise qu'ils agitent devant vous. Cette année était censée être différente. Pour une fois, j'avais tout planifié à l'avance, acheté des cadeaux attentionnés, pris des congés, et même préparé les biscuits au sucre que ma grand-mère faisait autrefois. J'imaginais des rires, un feu de cheminée, peut-être le pardon. Au lieu de ça, j'ai eu le sourire suffisant d'Antoine et le silence de ma mère. Pas de place pour les perdants. Ces mots ne m'ont pas seulement blessé, ils ont réorganisé quelque chose en moi. Sur le chemin du retour, la voiture me semblait plus lourde. À chaque virage, les cadeaux emballés brillaient faiblement sur le siège passager, comme des rappels de ma naïveté. Au moment où je me suis garé devant mon appartement, je ne pleurais pas. J'étais calme. Trop calme. Parce que pour la première fois, je voyais la vérité, je ne faisais plus partie d'une famille depuis des années. J'avais fait partie d'un système qui dépendait de mon silence. Et ce Noël, le silence allait sonner très différemment. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots tournaient en boucle, pas de place pour les perdants. Chacun plus tranchant que le précédent. J'avais déjà entendu Antoine se moquer de moi, mais jamais comme ça. Jamais devant toute la famille. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas sa voix, c'était le silence de ma mère. Les yeux de mon père fixés sur le sol. Ce silence disait ce qu'aucun d'eux n'osait dire, nous sommes d'accord avec lui. Le lendemain matin, j'ai préparé du café et je me suis assise à ma table de cuisine, fixant la liste que j'avais faite un mois plus tôt, budget de Noël, cadeaux, reçus d'expédition, frais de scolarité. Mon écriture semblait étrangère, comme la tentative désespérée d'une inconnue d'acheter de l'affection. J'ai suivi chaque ligne avec mon doigt, réalisant à quel point ma vie était enroulée autour du confort d'Antoine. Chaque paiement d'urgence avait grignoté mes propres économies. Puis quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas de la colère, c'était de l'épuisement. Le genre d'épuisement qui vient quand vous comprenez enfin les règles d'un jeu auquel vous n'avez jamais accepté de jouer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mes comptes. Ils étaient là, les virements intitulés « Frais de scolarité enfant »,« Garderie »,« Appoint course »,« Service public ». J'ai cliqué sur chacun d'eux, les montants s'élevant comme une preuve silencieuse de ma stupidité. Je n'ai pas refermé l'ordinateur portable violemment ni pleuré.
J'ai simplement commencé à y mettre fin. Annuler. 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 Un par un, j'ai supprimé chaque paiement automatique. Il a fallu 5 minutes pour défaire 5 ans. Je m'attendais à me sentir coupable. Au lieu de ça, je me suis senti légère. L'appartement semblait plus silencieux, même l'air plus chaud. J'ai préparé une autre tasse de café, plus fort cette fois, et je suis resté près de la fenêtre, à regarder les flocons de neige tournoyer sous les lampadaires. Pour une fois, je ne pensais pas à qui avait besoin de quoi ou à comment arranger les choses. Je pensais aux limites à la paix qu'elle procure quand on finit par en tracer une. À midi, j'avais rangé les cadeaux de Noël dans des boîtes de rangement et les avais scellés avec du ruban adhésif. Je ne les ai pas jetés, je ne pouvais tout simplement pas encore les regarder. Chaque ruban, chaque étiquette ressemblait à une pièce à conviction d'un crime que j'avais commis contre moi-même. Cet après-midi-là, Antoine m'a envoyé un message, « Tu aurais au moins pu déposer les cadeaux. Les enfants attendent. » J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé un seul mot, « Non ». Il a répondu presque instantanément, « C'est quoi ton problème ?» Mes doigts ont survolé l'écran, mais je n'ai pas répondu. Laissez-le s'interroger. Laissez-le ressentir, pour une fois, ce que c'est que de se heurter au silence. Le silence d'Antoine a duré en tout et pour tout 2 jours. Le 3e matin, mon téléphone vibrait sans arrêt, appels, messages, messages vocaux. Au début, ils étaient polis, « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Puis désespérés, « Le loyer est dû. Les enfants ont besoin de chaussures. » Finalement, en colère, « Tu es égoïste. Tu as changé. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai simplement regardé les notifications s'empiler, les unes sur les autres, comme la preuve que ma valeur à leurs yeux avait toujours été mesurée en euros. Quand je suis parti au travail ce matin-là, la ville était couverte de neige fraîche. C'était beau d'une manière qui me faisait mal, un rappel que même les choses les plus froides peuvent paraître pures quand elles sont intactes. Ce soir-là, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur le canapé avec mon ordinateur portable. L'écran brillait de plusieurs années d'historique, chaque paiement que j'avais jamais fait pour la famille d'Antoine et Sophie. J'ai fait défiler ligne après ligne, la liste était si longue qu'elle semblait sans fin, aide aux prêts immobiliers, dons pour l'école, factures de services publics, frais de camp. J'ai senti le mélange familier de pitié et de ressentiment monter dans ma gorge. Mais cette fois, je ne l'ai pas ravalé. J'ai tout imprimé. Les pages sont sorties chaudes, sentant légèrement l'encre et la clôture. Puis j'ai appelé la banque et j'ai confirmé chaque annulation. J'ai même changé mes mots de passe en ligne, un petit acte qui semblait presque cérémoniel, comme fermer une porte à clé derrière moi. Quand le dernier représentant a dit « Tout est réglé », j'ai souri pour la première fois depuis des jours. Le vendredi, Antoine s'est présenté à mon bureau. Sans appel, sans avertissement, il a simplement fait irruption, le visage rouge et transpirant sous son manteau d'hiver. « Il faut qu'on parle », a-t-il sifflé. Mes collègues se sont figés, leurs yeux allant de lui à moi. « Pas ici », ai-je dit doucement, en le conduisant vers le parking. Il s'est retourné brusquement vers moi dès que la porte s'est refermée derrière nous. « Tu crois que tu peux nous couper les vivres comme ça ? Les enfants souffrent. » « Ce sont tes enfants, ai-je dit d'un ton égal. Il a ri, un son sec et laid. « Oh, alors maintenant tu te soucies des responsabilités. » Quelque chose en moi a craqué, mais pas de la manière qu'il attendait. Ma voix est restée calme. « Tu as raison. Je me soucie des responsabilités. C'est pourquoi je reprends enfin les miennes. » Son visage s'est tordu, mais je n'ai pas bronché. « Tu ne peux pas faire ça, » a-t-il dit en se rapprochant. Je l'ai déjà fait. Je me suis retourné et je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. La neige crissait sous mes bottes, chaque pas plus fort que sa fureur derrière moi. 3 jours se sont écoulés avant que j'aie de nouveau de ses nouvelles. Quand le téléphone a sonné, j'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose, la curiosité, peut-être le besoin de clore le chapitre m'a poussé à répondre. « Camille, » dit Antoine, la voix tendue. « Il faut qu'on parle. »« De quoi ?» ai-je demandé sèchement. « Tu sais de quoi. Tu nous as rendu les choses impossibles. Les enfants, ne fais pas ça, les jeux interrompus. Ne les utilise pas, » il a soupiré de façon théâtrale. Sophie est anéantie. Les enfants sont perdus. Avant, tu t'en souciais. Je m'en soucie toujours, ai-je dit, plus calme que jamais. C'est pour ça que j'ai arrêté.
Il n'a pas répondu tout de suite, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il a dit, « Tu n'es pas la personne que je croyais. » J'ai failli rire. « Non, ai-je dit. Je ne suis plus ton portefeuille. » Il a juré à voix basse et a raccroché. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. 2 nuits plus tard, on a martelé à ma porte. Des coups forts, frénétiques, le genre qui fait vibrer votre poitrine avant que votre cerveau ne comprenne. Quand j'ai regardé par le Judas, le visage d'Antoine l'a rempli, rouge et les yeux hagards. J'ai hésité mais j'ai ouvert la porte juste assez pour la bloquer avec mon corps. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il a poussé sa main contre le cadre. « Il faut que tu arrêtes ça », a-t-il lancé. « Tu crois que me couper les vivres fait de toi une sorte d'héroïne ? Tu ruines ma vie. » J'ai croisé les bras. « Tu as très bien ruiné ta vie tout seul. » Il s'est rapproché. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Tu ne peux pas simplement tourner le dos à ta famille. » J'ai presque souri. « La famille ? C'est ce que nous sommes maintenant ? Tu me traites de perdante, puis tu te souviens que je suis de la famille quand les factures arrivent. » Sa mâchoire s'est crispée. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Sophie a percé l'air froid depuis le trottoir. « Antoine, arrête. » Il s'est figé. Elle se tenait à quelques mètres, son manteau à moitié fermé, le visage pâle. Derrière elle, le moteur de la voiture ronronnait doucement. « Sophie, rentre à la maison », a-t-il aboyé. Elle n'a pas bougé. « Non », a-t-elle dit doucement. « C'est fini. » Il s'est retourné, surpris. « De quoi tu parles ?» Ses yeux se sont tournés vers moi, puis de nouveau vers lui. « J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Un avocat. » Le visage d'Antoine a perdu toute couleur. « Tu as fait quoi ? » « Je sais ce que tu faisais », a-t-elle dit. « Le jeu, les mensonges, le compte caché. » Pour une fois, il était sans voix. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste regardé les pièces du puzzle s'assembler. Sophie s'est avancée, la voix tremblante mais ferme. « Tous ces paiements que Camille a envoyés, ceux que tu disais aller aux enfants ? J'ai vu les relevés bancaires. Tu les as dépensés dans des casinos. » Il s'est tourné vers moi, le ton désespéré. « Tu lui as dit ? » J'ai secoué la tête. « Pas eu besoin. » Sophie a sorti un dossier de son sac et l'a brandi. « Je l'ai fait. Et j'ai donné des copies à l'avocat. Tu ne peux plus le cacher. » Il s'était lancé en avant, mais je me suis interposé. « Ne fais pas ça, ai-je prévenu. » Ma voix ne s'est pas élevée, mais elle avait assez de poids pour l'arrêter. Il m'a regardé, le souffle court. « Tu te crois meilleur que moi », a-t-il dit, la voix tremblante. « Tu penses que ça te rend vertueuse ? » J'ai pris une lente inspiration, le froid me mord dans les poumons. « Non. Ça me rend libre. » Il a ri de nouveau, mais son rire s'est brisé. « Tu le regretteras », a-t-il dit. « Tu verras ce qui se passera quand je serai parti. » La voix de Sophie était douce mais ferme. « Nous l'avons déjà vu. » Il a regardé de l'une à l'autre, réalisant pour la première fois qu'aucune de nous n'avait plus peur de lui. Puis il s'est retourné, a fourré ses mains dans les poches de son manteau et est parti d'un pas furieux dans la rue. Sophie a expiré en tremblant. Je lui ai fait signe d'entrer. Elle a hésité sur le seuil, comme si elle n'était pas sûre d'avoir sa place. « Entre », ai-je dit gentiment. « Tu n'as pas à t'expliquer. » À l'intérieur, l'air était chaud et calme. Je lui ai versé du thé, l'odeur de cannelle remplissant la pièce. Elle a fixé sa tasse comme si elle pouvait y voir les années qu'elle avait perdues. « J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là », a-t-elle murmuré. « Quand ils t'ont traité de perdante. C'est juste que... Tu survivais, ai-je dit. Je comprends. » Des larmes ont rempli ses yeux. Il n'arrêtait pas de dire que tu nous devais ça, que tu avais de la chance d'avoir une famille qui avait besoin de toi. J'ai presque souri à l'ironie. C'est le problème avec les gens comme Antoine. Ils appellent ça la famille quand ils prennent, et la trahison quand vous arrêtez de donner. Elle a hoché lentement la tête. Il est parti. Je lui ai dit de ne pas rentrer à la maison. As-tu un endroit où aller ? Elle a hésité. Je vais trouver une solution. Tu peux rester ici pour le moment, ai-je dit. Elle a levé les yeux, surprise. Tu ferais ça ? Après tout ? Je ne l'aide plus lui, ai-je dit doucement.
Mais je t'aiderai toi. Cette nuit-là, pendant que Sophie dormait sur mon canapé, je me suis assise près de la fenêtre à regarder la neige tomber. La ville était silencieuse, des lumières scintillant à travers le blanc. Pour la première fois depuis des années, mon appartement ne me semblait pas vide. Il me semblait mérité. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Camille, a dit une voix d'homme. Ici Marc Dubois. Je suis l'avocat de Sophie. Elle m'a donné vos coordonnées. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé. Elle va bien, a-t-il dit. Mais il y a quelque chose que vous devriez voir. Cela concerne l'utilisation des fonds par votre frère. Je pense que vous voudrez être impliqué. Quand j'ai rencontré Maître Dubois plus tard dans la journée, il a fait glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des impressions, virements bancaires, retraits, reçus de casino, factures d'hôtel. Mon argent avait construit sa double vie. Sophie va de l'avant avec une séparation, a dit Maître Dubois. Elle m'a demandé de vous en informer au cas où Antoine essaierait de vous recontacter. J'ai refermé lentement le dossier. S'il le fait, je m'en occuperai. Ce soir-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Antoine. Je l'ai laissé sonner, puis je l'ai mis en silencieux. Mais l'appel suivant est arrivé quelques secondes plus tard, et le suivant, jusqu'à ce que la vibration devienne constante. Finalement, j'ai répondu. Tu as ruiné ma famille, a-t-il crié. Elle me quitte à cause de toi. Non, ai-je dit tranquillement. Elle te quitte à cause de toi, il a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Écoute attentivement. Tu m'as utilisé. Tu as menti, et tu m'as traité de perdante. Tu as perdu ta femme, tes enfants, ta maison et ta vie facile. La seule chose qu'il te reste, c'est un choix, arrêter ou couler. Il y a eu une pause, un long silence brisé, puis un clic. Quand j'ai regardé par la fenêtre, la neige avait cessé de tomber. Le monde extérieur était de nouveau calme et pur, comme s'il avait attendu ce moment. À la fin de la semaine, Sophie et les enfants étaient partis. Nouvelle région, nouveau départ. Elle m'a envoyé une photo des garçons en train de construire un bonhomme de neige. En dessous, elle avait écrit « Merci pour tout ». J'ai regardé la photo pendant un long moment, en souriant. Pour une fois, aider ne ressemblait pas à une défaite. Cela ressemblait à une victoire, en silence. Et Antoine? Il n'a pas rappelé. Mais la nouvelle s'est répandue. Il avait perdu son emploi, n'avait pas remboursé son prêt immobilier, avait emménagé chez un ami qui l'a finalement mis à la porte. Il continuait de blâmer tout le monde sauf lui-même. Je n'ai pas célébré. Je n'ai rien publié, je ne me suis pas vanté. J'ai simplement supprimé le dernier de nos comptes partagés, plié le relevé final et chuchoté à personne en particulier, peut-être que les perdants sont simplement des gens qui ont finalement arrêté de payer pour les erreurs des autres. Février est arrivé doucement, doux et gris. Les lumières de Noël avaient disparu depuis longtemps, laissant les rues nues et honnêtes à nouveau. Sophie et les enfants s'étaient installés dans leur nouvelle maison en Bretagne. Elle envoyait de brèves nouvelles, des photos de bonshommes de neige, de crêpes en désordre, des dessins collés sur de nouveaux murs. Chaque message était comme une preuve qu'elle respirait à nouveau. Antoine, quant à lui, avait disparu dans le genre de silence qui suit une tempête. Ma mère a appelé une fois, le ton sec et sur la défensive. « Tu as rendu les choses difficiles pour ton frère », a-t-elle dit. Il n'est plus lui-même. J'ai failli rire. Peut-être que maintenant, il l'est enfin. Elle n'a pas répondu, a juste soupiré et raccroché. Pour la première fois de ma vie, la culpabilité n'a pas pris. J'avais passé des années à confondre le sacrifice avec l'amour, les laissant me vider jusqu'à la dernière goutte parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes filles. Mais l'amour ne se mesure pas en argent, et la famille ne se définit pas par ceux que vous continuez à sauver. J'ai commencé à mieux dormir. L'air dans mon appartement semblait plus léger. Le silence n'était plus tranchant. Le week-end, je passais devant la boulangerie où ma mère nous emmenait quand nous étions enfants. L'odeur de cannelle ne me piquait plus. Elle me rappelait que la douceur peut exister sans obligation. Une semaine plus tard, j'ai reçu une autre lettre de Maître Dubois. À l'intérieur se trouvait une note de remerciement de l'écriture de Sophie, « Nous sommes en sécurité maintenant. C'est toi qui nous as donné ça. » Je l'ai plié et l'ai glissé dans le tiroir de mon bureau, à côté de la dernière photo que j'ai jamais prise de ma famille réunie. Je ne la gardais pas par nostalgie,
je la gardais comme une preuve de ce à quoi ressemble la survie. Un soir, alors que je regardais la neige tomber par la fenêtre, j'ai réalisé que je n'attendais pas d'excuses. Je n'en avais pas besoin. Certaines histoires se terminent tranquillement, non pas par la vengeance, mais par la paix. Dehors, une voiture est passée, ses phares balayant la vitre. J'ai aperçu mon reflet dedans, stable, calme, méconnaissable par rapport à la femme qui avait autrefois supplié pour appartenir. C'est cette nuit-là que j'ai compris que la famille dont j'avais besoin n'était pas celle que j'avais perdue. C'était celle que j'avais finalement construite en moi-même. Quelques semaines plus tard, j'ai déposé la dernière boîte de décoration de Noël au centre de dons. L'employé a souri et m'a demandé si je voulais un reçu. Je lui ai dit, non, j'ai déjà gardé ce qui comptait, la leçon. En rentrant chez moi, je suis passé par la rue de mes parents. Leur maison semblait plus petite maintenant, comme un décor de théâtre une fois la pièce terminée. Je ne me suis pas arrêté. J'ai juste ralenti assez longtemps pour remarquer la même lumière du Porsche qui m'avait autrefois ébloui ce soir-là. Un instant, je me suis demandé s'il parlait encore de moi, s'il me traitait d'égoïste ou de sans cœur. Peut-être qu'il le faisait. Peut-être qu'il le ferait toujours. Mais je n'étais pas une perdante. J'étais enfin libre. Je me suis garé devant mon appartement, je suis sorti dans le froid et j'ai levé les yeux vers le ciel. La neige tombait de nouveau. Douce, continue, pure. Si vous avez déjà dû vous éloigner de personnes qui prenaient votre gentillesse pour de la faiblesse, vous connaissez ce sentiment. Partagez votre histoire. Quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre.